Eh bien, bienvenue donc, chers amis, à cette session de cet après-midi, premier jour du mois de septembre de l'année 2023. Et le thème choisi ce soir ou cet après-midi est intitulé La méningite de l'enfant. Et aujourd'hui, nous allons avoir comme orateur le professeur Boulaboula Ali, qui est très dévoué en matière de PCI, il est spécialiste en médecine interne et très intéressé aussi à la recherche et ayant encadré plusieurs. Il se fait le plaisir de pouvoir garder toute sa jeunesse du savoir en partageant ce qu'il connaît avec les uns et les autres. Et comme nous le savons, c'est lui qui est le président du conseil d'administration de l'expertise congolaise pour la prévention et le contrôle des infections et CPCI. Et en ce jour, il aura le plaisir de pouvoir nous présenter ce thème qui va pouvoir encore jeter un pont ou continuer tout ce que nous avons fait un tout petit peu autour de la pédiatrie depuis un temps ici avec les infections. Et le professeur, qui est un expert, qui a travaillé avec plusieurs organisations, notamment l'OMS, ou qui continue à travailler avec les uns les autres pour son expertise, non seulement en médecine interne, mais aussi en matière de PCI, avec l'OMS, avec ICANN et d'autres institutions gouvernementales en République démocratique du Congo. Nous lui disons donc, professeur, merci pour votre disponibilité et nous allons donc commencer. Nous allons donner quelques directives du point de vue technique. Il est prié donc à chacun d'entre nous de pouvoir fermer son micro de façon à ce que cette session ne puisse pas être perturbée. Mais également, lorsqu'il aura fini à faire la présentation, nous allons avoir une session de questions-réponses. Et cette session de questions-réponses vous aura à adresser les questions qui viendront du chat, donc de la boîte à conversation, et également les questions à main levée seront donc les bienvenues. Chers collègues, l'Afrique fait face à beaucoup de difficultés et à travers le monde, les épidémies de méningite sont observées ci et là et en Afrique très spécifiquement, certaines zones sont connues être de façon endémique frappées, et endémon épidémique frappées par donc la méningite, et spécialement chez les enfants. Professeur, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir et d'être nombreux pour pouvoir vous écouter et avoir donc ce partage de science. Je ne sais pas si le problème technique s'est donc résolu. Y a-t-il moyen de pouvoir mettre vos plages? Bon après-midi, docteur Valérie. Le problème n'est pas encore résolu. Je vais rentrer encore auprès de Pascal parce que Kanika vient de nous signaler que c'est au niveau de celui qui enregistre euh, la session. Merci. À tout à l'heure. Merci bien, professeur. Nous allons avoir de la patience donc à ce propos pour que cet écueil technique puisse être résolu pour nous. Bravo. Voilà, finalement, nous y sommes. Merci beaucoup, professeur, pour les efforts et merci aussi à Pascal pour la contribution technique. Professeur, nous pouvons avoir ça en plein écran. Parfait. À vous donc, professeur. Nous sommes appendus. Nous allons pouvoir vous écouter. Merci.
Merci beaucoup, docteur Valérie. Je salue tous les participants tout en leur souhaitant la bienvenue. Nous allons commencer cette séance de la méningite de l'enfant. Ça vous étonnerait qu'un interniste, un grand-père, puisse parler de la méningite de l'enfant. C'est tout simplement que ce sujet a été reporté pour éviter qu'il ne le soit plus une deuxième fois, que j'ai pris le taureau par les cornes. J'espère que nous aurons cet après-midi des pédiatres qui vont nous épauler dans leur domaine, mais qu'à cela ne tienne, j'ai tenu à ce que cette session ait lieu. Je remercie encore Dr Valérie pour sa disponibilité, malgré son emploi de temps assez chargé, mais il a accepté de modérer cette séance. Merci à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la méningite de l'enfant. Le plan, le plan de notre exposé commence par la définition, l'introduction, définition, épidémiologie, pathogénèse, symptomatologie, complications, prévention, les notions à retenir et la conclusion. Et finalement, les remerciements. La méningite bactérienne aiguë est la maladie bactérienne du système nerveux central la plus courante. C'est une maladie dévastatrice, en particulier chez les nouveau-nés âgés de moins d'un mois et les nourrissons. La méningite bactérienne a un taux de létalité élevé, pouvant atteindre 30%. Après cette introduction, je vais demander à la technique si elle est prête de nous balancer le questionnaire d'enquête. Pascal, est-ce que vous pouvez... Oui, merci. Voilà le questionnaire qui est affiché sur vos écrans. On peut commencer la réponse à ces questions avant que nous puissions avancer. Professeur? Oui, Oui, nous avons quel pourcentage? bon, nous avons déjà 53%, mais je tenais à vous signaler que apparemment les modes d'enregistrement, lorsque j'ai enregistré les questions, ça a affiché toutes les quatre questions au même moment. Je suis désolé.
c'est pas un problème. Ils répondent et nous continuons. C'est le seul questionnaire. Ok, merci. Comme ça, je pense que les uns et les autres peuvent avoir soumis et que le temps est assez bon pour pouvoir récolter les résultats. Merci. OK, Pascal, est-ce que vous pouvez afficher les réponses des participants, les résultats? Oui, professeur, nous sommes à 70% des réponses. Oui, on peut afficher. D'accord. La première question, celle de savoir si la méningite chez l'enfant intéresse les pays à revenus faibles et intermédiaires plus que les pays à revenus élevés. Et il y a 100% de réponses. Il y a 100% de réponses, oui, nous allons voir avec la présentation. La deuxième question, la méningite chez l'enfant ne tue pas. La réponse non, c'est 100%. Alors, à la troisième question, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à ses enfants, c'est la prière. Nous avons 11%. La vaccination, 100%. L'hygiène des mains, 56%. Les germes, la quatrième question, les germes responsables de la méningite sont le Neisseria meningitidis, 56%, Streptococcus pneumoniae, 0%, et Haemophilus influenzae, 44%. Je remercie les participants pour avoir répondu à ces questions d'enquête. Voyons voir maintenant dans le déroulé de notre exposé les réponses éventuelles à ces questions. Merci Pascal. Alors, comment on définirait la méningite? Eh bien, il s'agit d'un processus inflammatoire au niveau de l'heptoméninge primaire et arachnoïde, provoqué par divers germes, virus, bactéries, protozoaires et champignons.
Alors, dans l'épidémiologie, les méningites virales sont plus fréquentes, c'est-à-dire de l'ordre de 70 à 80%, sont plus fréquentes principalement causées par des entérovirus, avec une évolution globalement favorable, tandis que les méningites bactériennes sont moins fréquentes, de l'ordre de 20 à 25%, mais elles sont plus graves. La méningite bactérienne chez les enfants, son incidence diffère selon le groupe d'âge et elle est la plus élevée chez les nourrissons âgés de moins de 2 mois. Elle est plus fréquente dans les pays à revenus faibles et intermédiaires que dans les pays à revenus élevés. Alors, en Afrique, nous avons ce qui est appelé la ceinture africaine méningétique. Eh bien, c'est compte 26 pays et s'étend du Sénégal à l'Éthiopie. Il est à noter que cette ceinture est la plus vulnérable au monde aux flambées récurrentes de méningite. Voyons maintenant les étiologies des méningites bactériennes en fonction de groupes d'âge et de l'agent ou des agents. Le nouveau-né prématuré, l'agent qu'on trouve fréquemment, c'est Escherichia coli. Alors, les nouveau-nés à terme et nourrissons, eux, partagent Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae et Listeria monocytogène. Les enfants d'un âge supérieur ou égal à 3 mois jusqu'à 10 ans, chez eux, on observe des méningites bactériennes causées par Streptococcus pneumoniae, qui est le pneumocoque, Neisseria meningitidis, qui est le méningocoque, et Haemophilus influenzae du groupe B. Tandis que chez les adolescents, jusqu'à l'âge de 19 ans, on observe les méningites causées par Neisseria meningitidis, soit le méningocoque, Streptococcus pneumoniae, qui est le pneumocoque, du groupe B. Voilà par groupe d'âge les germes qui sont responsables de méningites bactériennes chez ces jeunes. La méningite en méningocoque se présente parfois sous forme d'épidémie. Et les sérotypes responsables, ce sont les méningocoques de groupe A et C. Mode de transmission de ces germes.
Alors, les germes atteignent le système nerveux central, soit directement, évidemment en empruntant le trajet du nerf olfactif, des vaisseaux et même des vaisseaux lymphatiques dans leur connexion. Et cette transmission peut se faire aussi par contiguïté. Par contiguïté, ça veut dire de proche en proche. Par exemple, à partir d'une sinusite, d'une otite, d'un abcès cérébral, ainsi de suite, ou soit par voie hématogène. Et cela arrive quand il y a un sepsis au cours d'une bactériémie. Hein, ces germes peuvent se généraliser et arriver au niveau du cerveau. En épidémiologie toujours, voyons les facteurs de risque pour la méningite. Nous avons comme facteur de risque les déficits immunitaires liés à l'âge ou au dysfonctionnement splénique dû au pneumocoque et drépanocytose après splénectomie. Il faut peut-être une petite explication ici. La splénectomie consistera à enlever la rate pour une indication chirurgicale ou après rupture de la rate accidentellement ou spontanément, je pense que c'est rare. Alors, là, on enlève carrément la rate. Mais chez le drépanocytaire, à cause de la falciformation, les microtrombies qui surviennent après la falciformation vont causer des infarctus au niveau de sa rate. Et quand il y a des infarctus, le processus, c'est que le tissu mort sera fibrosé après un temps. Donc, après des multiples infarctus, la rate du drépanocytaire, qui sera fibrosée en grande partie, eh bien, elle ne va plus remplir sa fonction. C'est une asplénie fonctionnelle. Donc, elle n'est pas chirurgicale, mais elle est fonctionnelle du fait des problèmes du drépanocytaire, la falciformation et la formation des thrombies. Et de ce fait, la rate qui nous fabrique la tufsine, où il y a aussi la properdine, eh bien, l'absence de ces substances va donner libre cours au pneumocoque. Il ne sera plus phagocyté et il peut faire ce qu'il peut parce qu'il est aussi dans la liste des germes responsables de la méningite bactérienne. Alors, ces facteurs de risque sont aussi liés au cancer ou infection au VIH-Sida. C'est le cas du germe qu'on appelle Listeria monocytogenes. Il y a aussi un défaut de complément. Le C5, C8, la properdine. Et à cause de cela, nous avons, dans ce cas-là, nous avons une méningite à méningocoque à répétition. Alors, les facteurs de risque pour la méningite sont aussi
la promiscuité et la pauvreté. La promiscuité dans les écoles, à l'école, les enfants jouent ensemble. Ça peut être aussi dans les camps militaires. Ça peut être aussi au niveau des colonies de vacances. Comme facteur de risque, c'est le sexe masculin. Comme pour dire, la fille serait plus épargnée que le garçon. Le sevrage au lait maternel entre 2 et 5 mois. Entre 2 et 5 mois, ça prédispose l'enfant à faire une telle complication, la méningite bactérienne. Comme pathogénèse, il faut dire qu'à partir du plexus choroïde, les germes diffusent dans l'espace sous-arachnoïdien et se multiplient activement dans les macrophages tissulaires et dans les cellules endothéliales qui libèrent en réponse des cytokines et d'autres médiateurs. La symptomatologie. Les manifestations cliniques classiques, le début est en général brusque. Le tableau clinique se caractérise par les signes d'irritation méningée, les signes d'hypertension intracrânienne, les signes d'atteinte encéphalique et neurologique et les signes infectieux. Peut-être que nous ne verrons pas tout en détail, mais nous allons parcourir quelques groupes de signes. Alors, les formes cliniques de la méningite. Nous avons les formes communes de l'enfant et de l'adolescent. Je m'excuse. Nous avons aussi les formes du nourrisson et la forme décapitée. Nous allons décrire les formes communes de l'enfant et de l'adolescent. La forme commune de l'enfant et de l'adolescent, comme on l'a dit, le début est généralement brutal, aigu et sans signe avant-coureur. Alors, on va observer l'association des signes d'irritation méningée tels que la raideur de nuque, le signe de Kernick et le signe de Brudzinski. Des signes d'hypertension intracrânienne. Nous avons le céphalée intense, atroce, frontal. Les vomissements précoces, faciles en G, une photophobie associée à cela, les signes végétatifs, tels la tachycardie ou la bradycardie, les troubles respiratoires, apnée ou hyperventilation, mais aussi des troubles vasomoteurs par compression du bulbe. On peut citer aussi une diplopie. Les signes d'atteinte encéphalique ou neurologique. Il y a la contracture douloureuse du rachis avec attitude en chien de fusil, les convulsions, les signes de focalisation neurologique,
telles que la paralysie des nerfs crâniens, signe de Babinski, modification de réflexes ostéotendineux. Les troubles de conscience, l'hypersthésie, les tremblements, les spasmes toniques. Nous avons les signes du trépied, opistotonos, attitude en chien de fusil. En fait, l'attitude en chien de fusil est un décubitus latéral avec flexion des membres inférieurs sur les cuisses et des cuisses sur le bassin. Le diagnostic, après la clinique, la paraclinique, l'hémoculture parfois peut montrer des germes, peut montrer la présence des germes. L'étude du liquide céphalorachidien, on peut remarquer déjà la pression du liquide qui sort de l'aiguille. On va à l'inspection apprécier l'aspect de ce liquide qui peut être clair quand il s'agit d'une méningite d'origine virale ou causée par le bacille de Koch ou Brucella. L'aspect peut être trouble ou purulent quand la méningite est causée par le méningocoque, le pneumocoque ou Haemophilus influenza de type B. Donc, c'est une méningite purulente. L'étude de la cytologie, donc on va voir dans le liquide combien de cellules, quelle est la quantité de cellules en présence dans le liquide céphalorachidien, quelle est leur nature, quelle est leur morphologie. Ça peut être des polynucléaires, macrophages et neutrophiles, ça peut être des lymphocytes. La morphologie dans les cas à l'étude, les éléments sont dégénérés, donc dans la méningite bactérienne. L'étude biochimique du liquide céphalorachidien va montrer une protéinorachie élevée, mais avec une hypoglycorachie quand il s'agit d'une méningite d'origine bactérienne, où la glycorachie peut être normale dans le cas de virus. Le chlore au niveau du liquide céphalorachidien peut être bas en cas d'une origine tuberculeuse de cette méningite. Les examens bactériologiques, la coloration de grammes ou la culture vont donner des résultats si il y a des bactéries. Ils seront remarqués, ils seront observés, sauf dans le cas d'usage antérieur d'antibiotiques ou quand il s'agit de virus. Diagnostic différentiel. Le diagnostic peut se faire avec la névralgie cervico-occipitale, avec l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Ici, le liquide céphalorachidien
est hémorragique et non coagulable. On peut faire des diagnostics différentiels aussi avec les cas de drépanocytose. La suite des diagnostics différentiels se fera avec l'arthrite rhumatoïde, l'abcès rétropharyngé, le processus inflammatoire du système nerveux central au cours de cancer. Chers participants, je n'en peux rien contre le chauffeur qui est sur la route et qui klaxonne. Je suis seulement voisin. On a aussi les cas de collagénose, les abcès cérébraux et les cas d'AMPM sous-dural. Eh bien, tous ces éléments cités font l'objet de diagnostics différentiels avec les cas de méningite. Les complications. Et il faut souligner que les complications dépendront du type de germe en présence ou responsable de la méningite, de la précocité de la prise en charge, la précocité du diagnostic de la méningite et de la prise en charge antibiotique. Ça dépendra aussi des antécédents de l'enfant, s'il a été vacciné ou pas. Voilà, tous ces éléments vont conduire ou ne pas conduire à des complications. Et dans ces complications, nous avons les complications précoces et les complications tardives. Le syndrome, parmi les précoces, le syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH, avec augmentation de l'œdème cérébral, des confusions hyponatrémiques et une évolution possible vers le diabète insipide. Nous avons la coagulation intravasculaire disséminée, qu'on appelle aussi la coagulopathie de consommation, secondaire au choc endotoxinique avec hypotension qui stimule la coagulation et des thromboses entraînant des gangrènes périphériques. On peut avoir aussi comme complication précoce l'hématome sous-dural. Parmi les complications, on peut citer aussi les chocs septiques. Les complications tardives, on a l'hydrocéphalie par formation de cloisons et cela est connu dans les cas de méningite à pneumocoque. La pachyméningite avec édème et hémorragie sous-durale à évolution biphasique dans le cas d'Haemophilus influenzae. La surdité et cécité par dépôt d'exsudat à la base du cerveau, c'est causé par le pneumocoque. Et on peut avoir aussi une encéphalopathie comme complication tardive. Le traitement. Objectif, c'est rendre stérile le plus rapidement possible le liquide céphalorachidien. Il faut lutter aussi
contre l'inflammation méningée et l'œdème cérébral. La durée du traitement est généralement de 7 à 10 jours par un antibiotique efficace et bactéricide dans le liquide céphalorachidien. Alors, quels en sont les moyens? Ce sont les céphalosporines de 3e génération, telles que la céfotaxime 200 mg par kilo par 24 heures en 4 doses, ou ceftriaxone 100 mg par kilo par 24 heures en 2 doses, et les glycopeptides, la vancomycine 60 mg par kilo par jour en cas de résistance. Je n'entre pas dans les détails des schémas cliniques selon les écoles, mais je vous donne juste l'essentiel, et vous pouvez voir dans la littérature les combinaisons de ces antibiotiques et leur dose. La prévention de méningite. Nous avons la vaccination comme prévention primaire. Eh bien, la vaccination demeure dans le respect du programme de vaccination des enfants, selon le calendrier de chaque pays, demeure l'instrument le plus efficace dans la prévention. Et malgré l'existence de vaccins, ça il faut le souligner, les épidémies de méningite continuent à survenir. Donc, si on ne vaccine pas les enfants, nous les laissons à la merci de ces infections qui peuvent entraîner des complications, pourquoi pas les décès. Parce que malgré la présence des vaccins contre les germes responsables, eh bien, les épidémies continuent à survenir. Il existe des vaccins pour les 3 germes responsables de la méningite bactérienne. Hémophilus contre Hémophilus influenzae de type B, contre le méningocoque, contre le pneumocoque. Il y a des vaccins. Je ne suis pas entré dans les détails des vaccins conjugués ou ceci, cela, mais je vous les cite pour que l'on sache que cela existe. Alors, toujours dans la prévention, nous avons les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène de main, l'hygiène respiratoire, comme aussi l'hygiène de l'environnement. Surtout l'environnement du malade, les objets qui sont autour, sont l'objet d'une certaine attention dans les mesures d'hygiène. Dans la prévention, il y a aussi l'usage d'antibiotiques. C'est le cas de la rifampicine. En cas d'épidémie, pour les personnes contacts du malade, pour les personnes qui prennent soin de cet enfant, qui vivent ensemble avec cet enfant, eh bien, il faut les protéger en leur administrant un antibiotique tel que la rifampicine, et quand il n'y a pas de contre-indication ou de problème d'allergie. En cas de problème d'allergie, eh bien, il faut prendre un autre antibiotique comme céphalosporine. Que pouvons-nous retenir?
La méningite est une urgence thérapeutique et potentiellement mortelle. La prise en charge précoce en hospitalisation est requise. Ce n'est pas une maladie qu'on peut se permettre à soigner à la maison. Non, ce n'est pas responsable. La vaccination des enfants est obligatoire pour éviter les complications et décès. Les mesures d'hygiène en constituent les mesures d'hygiène en constituent la pierre angulaire. Comme conclusion, la méningite bactérienne chez l'enfant a 3 germes responsables: Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis et Streptococcus. Haemophilus, méningocoque et pneumocoque. La dominance de ces méningites dépendra du groupe d'âge de l'enfant. La létalité de cette maladie peut être l'incidence de la maladie dans les pays revenus intermédiaires que dans les pays ne veut pas dire. Dans les pays Je crois que nous avons perdu le prof. Un problème de connexion. Je pense que c'est un problème de connexion. Il va se reconnecter bientôt. Oui, c'est tout à fait un problème de connexion. Comme il était en train donc de conclure, disait-il que la létalité pouvait atteindre 30% et que l'incidence de la maladie est très grande dans les pays à faible revenu et intermédiaires et comparativement à ceux dans les pays à revenus donc élevés. Et je crois que c'est une petite réponse déjà à ce que nous avons eu dans notre euh, petite évaluation que nous avons eue. Nous allons donc attendre, certes, que le professeur puisse nous rejoindre pour débuter la série des questions et réponses, mais brièvement, nous pouvons dire que, comme il l'a mentionné, plusieurs germes peuvent être à l'origine, notamment les bactéries, les virus, les champignons peuvent donc être à l'origine de méningite et qu'il existe une zone tout à fait ciblée où en Afrique, nous avons à répétition des épidémies qui surgissent, comme il a eu à me le montrer. Vous permettez, je vais essayer de le prendre.
Donc, le professeur essaie de se reconnecter. Nous espérons bien l'avoir bientôt. Comme nous avions dit, nous avions cette ceinture africaine que chacun d'entre nous peut bien voir et qui nous interpelle en effet, où nous avons 26 pays. C'est beaucoup sur l'ensemble de tous les pays africains, une cinquantaine. Et nous sommes véritablement à la moitié hein, de ces pays aussi, avec cette ceinture africaine où nous avons à répétition des épisodes de méningite. Je crois que certains d'entre nous appartiennent à ces pays. Nous aurons à voir leurs expériences par rapport à ce qui est fait de façon pratique. Je sais que le Nigeria, très particulièrement, a cela qui arrive très régulièrement. Nous allons un peu essayer de savoir des expériences des uns et des autres quelles sont leurs expériences par rapport donc à cela. Donc, en attendant que le professeur puisse se joindre, nous allons laisser cette plage ici, mais nous allons demander à l'un ou l'autre d'entre nous. Je vois des collègues qui viennent de ces pays-là. Comment est-ce que ces choses se gèrent? Quelle est l'expérience par rapport à la méningite, spécialement chez l'enfant dans ces pays qui appartiennent donc à cette bande? Alors, il y a des collègues qui sont là. Il y a des pédiatres qui sont aussi ici présents. S'il y a quelques mots à pouvoir rajouter, ils peuvent bien faire leurs commentaires et partager donc l'expérience par rapport à cela. Euh, voilà un peu ce que nous pouvons dire là. Je vais essayer d'enlever les plages de façon à ce que je puisse facilement voir qui a la main levée et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à conversation. Oui, nous vous prions. Allez-y, cher collègue Rodrigue, Fiki. Merci beaucoup, cher collègue. Vous m'avez capté? Oui, oui, mais votre connexion est bruyante. Il est fort possible que vous avez mis des écouteurs, peut-être que le son. Oui, et cela est assez bruyant et n'est pas très clair. Merci beaucoup. Là, vous m'avez capté bien? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allez-y, s'il vous plaît, cher collègue. Euh, Merci à tous les participants. Je suis Rodrigue Bavoure, je suis résident en pédiatrie au clinique universitaire de Bukavu. Donc là, je suis à Bukavu, au sud Kivu. D'entrée des jeux, je remercie les professeurs pour son brillant exposé. Et ce que je voulais dire, c'est que la méningite reste une réalité de chez nous, aussi particulièrement aussi de Kivu. Et là, j'y vais par le partage de cette expérience. Il y a une année déjà, c'est une étude que nous avons publiée au début de cette année, mais dont les résultats, nous les avons récoltés au cours de l'année 2022. Donc, il y a peu, c'est très récent. Euh, on, on a fait une étude avec les collègues de Panzi, une étude qui concernait la- les, les taux de décès, où on voulait étudier les taux de décès des enfants hospitalisés pour méningite dans quatre hôpitaux du Sud Kivu. Là, on avait pris une échantillon clinique universitaire à l'hôpital de Panzi, de Niantende et de Miti-Moresa. On s'est rendu compte exactement que la méningite restait encore une grande réalité parce qu'on a trouvé vraiment une incidence élevée. En tout cas, on a trouvé un taux déjà de plus de 18% des enfants hospitalisés avaient une méningite. Ça, c'est du point de vue général. Le message à ce niveau-là, c'est que malgré l'existence d'un calendrier vaccinal, la méningite existe encore. Donc, et souvent, il y a des épidémies de méningite qui sont décriées ici et là. Le deuxième message, je voudrais un peu attirer l'attention du personnel soignant. Le prof s'est apaisé sur la méningite chez les enfants, chez les enfants de plus de 10 ans et les adolescents. Mais je voudrais attirer aussi l'attention du personnel soignant euh, sur les transports des microbes. C'est-à-dire, les professeurs ont montré les différents germes à chaque âge, les germes qui sont les plus incriminés à chaque âge, et il a insisté chez les nouveau-nés sur
l'Escherichia coli, la hémophilie, Escherichia coli, des streptocoques bêta-hémolytiques du groupe et les Listeria monocytogènes. Mais dans notre pratique, on s'est rendu compte que, c'est vrai, on n'a pas encore fait une publication sur ça. On s'est rendu compte qu'au-delà de ces germes, il y a très fréquemment dans les services de néonatologie des germes nosocomiaux et cela, les personnels soignants les plus incriminés parce que lorsque les règles d'hygiène ne sont pas bien observées. Euh, donc, question encore de faire demi-tour sur l'exposé autrefois fait par le docteur Andy qui avait parlé de la bactériémie dans les services de néonatologie. Donc, l'hygiène reste une pierre angulaire aussi dans la prévention des méningites chez les tout petits. Je voudrais encore une fois interpeller déjà la population et nous, les personnels soignants, sur les temps de prise en charge et, et les traitements bien conduits. C'est vrai, c'est malheureux, ça nous avons aussi constaté dans notre étude, que dans notre milieu spécifiquement, on n'avait pas un protocole codifié de la prise en charge des méningites dans notre région. Donc, c'est chaque hôpital qui essaie d'adapter son protocole. Et voilà que le prof, lui aussi, n'est pas revenu dans les détails parce que, en tout cas, c'est chaque hôpital qui définissait déjà son protocole. Mais j'insiste vraiment parce que le pronostic dépend de la précocité de la prise en charge. Et moi, personnellement, dans ma pratique quotidienne, la majorité des enfants que nous avions perdus et qui étaient hospitalisés pour méningite, c'était d'abord des enfants transférés et dont les traitements la prise en charge avait été essayée ailleurs, ça n'a pas, dans les centres de santé, ça n'a pas marché. Ils ont été transférés en retard et nous les avons en majorité perdus dans un tableau de choc septique. Donc, il y a cet aspect-là vraiment sur lequel on doit insister. Et donc, il faudrait que nous, les personnels soignants ou nos collègues, essaient d'y insister. Donc, voilà ce que j'avais à dire à ce niveau de débat. Merci. Merci beaucoup, cher collègue Rodrigue. J'aimerais bien poser une petite question à ce propos autour de la contamination par les germes nosocomiaux. Est-ce qu'il y a eu aussi la chance de pouvoir regarder sur la qualité du prélèvement, qu'il n'y a pas eu de contaminants lors du prélèvement, parce que vraiment la qualité aussi du prélèvement, je crois que c'est une réalité que les germes nosocomiaux arrivent là. Est-ce qu'il n'y a pas eu comme un facteur confondant probablement la présence ou bien la qualité pauvre du prélèvement fait du liquide céphalorachidien. Merci. Nous signalons déjà le retour du professeur. Hein. Merci, professeur, pour la présentation. Soyez le bienvenu de nouveau. Et la question est posée à l'un ou l'autre d'entre nous, pas seulement au docteur Rodrigue Kiri. Vous avez donc la parole à vous. Merci. Merci, docteur Valérie. Merci. Allez-y, docteur. Oui, oui, merci professeur de m'accorder la parole. De l'infection, de la contamination lors du prélèvement a été écartée parce que chez la majorité, c'était environ 5 nouveaux-nés et on avait fait la culture et la culture avait révélé le même germe. D'ailleurs, ce qui nous avait permis de changer le protocole de prise en charge de méningite chez les nouveaux-nés dans notre service. Quand on a trouvé que ces germes étaient celui qu'on rencontrait en intra-hospitalier. En effet, c'est vrai comme l'a montré le prof, a priori, les germes les plus courants chez les nouveaux-nés, donc de la naissance à 3 mois, étaient les Escherichia coli, les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe et de Listeria monocytogène. Et dans la prise en charge, la prise en charge est codifiée propose qu'on mette une céphalosporine de 3e génération dont les cefotaxime, de mettre donc un bêta-lactamine aussi, donc l'amoxicilline et un aminoside, dont soit la gentamicine ou la micracine. Et ces traitements dans notre service étaient conduits comme ça, bien conduits, et des résultats. Mais on a trouvé que
les enfants, les nouveau-nés n'avaient pas bien évolué. On était très curieux, on a fait des prélèvements et la culture. Et c'est après, quand on nous renvoyait les résultats, on a trouvé que c'était un autre germe que que l'un de ces trois les plus incriminés. Et pour cela, on a établi un protocole au service. Donc, si on avait une méningite, donc une infection qui résistait à ces trois germes. Merci. Merci beaucoup, docteur. Professeur, vous aviez un mot à ajouter? Vous êtes en train de prendre la parole. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je voudrais revenir vers ce que le confrère Rodrigue venait de dire. Il est vrai. Mais il faut pousser l'étude plus loin pour avoir un échantillon représentatif pour exclure la contamination de tubes de prélèvement. Et la question du docteur Valérie est quand même intéressante et pertinente parce que les résultats, la qualité des résultats de tout examen de laboratoire commence par la qualité du prélèvement. Or, la qualité du prélèvement part de l'hygiène des mains de celui qui doit prélever, et les gants qu'il va porter, le matériel de prélèvement lui-même, pour nous donner la certitude que ce qu'on a trouvé là vient du corps de mon malade et non de l'extérieur. Je voulais insister sur le cas, mais je vous conseillerais d'élargir l'échantillon pour que vous ayez un échantillon représentatif pour avoir un certain niveau de jugement sur les germes. Merci, confrère. Merci beaucoup, cher professeur. Et je voulais rajouter quelque chose, c'est que dans les mesures de prévention, telles que le professeur l'a indiqué, je crois que l'insistance sur l'hygiène des mains, qui est très, très importante par rapport au personnel soignant, il y a tous les aspects d'entretien de la literie. Nous pouvons être dans une zone, dans un pavillon pédiatrique. Nous pouvons être là où se trouvent des incubateurs, notamment chez les nouveau-nés et chez les autres que nous avons en néonatologie. Les soins des incubateurs, le nettoyage, le changement de la literie permettent aussi de pouvoir réduire énormément. Ainsi, nous parlons de ces précautions standards et nous ajoutons aussi des précautions complémentaires en fonction du type de germes rencontrés ou mis en cause. C'est très important parce que beaucoup d'incubateurs ne subissent pas le processus de nettoyage et désinfection comme il se doit, et que le personnel qui travaille de la même façon aujourd'hui, comme on a des téléphones, euh, ce qu'on amène justement comme germe par rapport au clavier du téléphone, cela pose énormément donc de problèmes. Et puis, les équipements de protection individuelle, de passage d'un incubateur à un autre, cette systématique devrait être observée. On y reviendra probablement davantage dans le débat, mais nous allons tout de suite dans la boîte à conversation et à notre collègue Jean-Pierre qui dit la plupart des centres de santé en milieu rural n'ont pas de laboratoire bien équipé. Comment alors se posera le diagnostic de méningite avec certitude à ce niveau-là? Question donc à nous, à chacun d'entre nous, et professeur Boulabla, je ne sais pas si vous avez quelque chose à pouvoir mentionner Oui, oui. En fait, c'est un problème de tous les jours, notre sous-équipement. Mais quand on parle de diagnostic, la plupart du temps, on pense au paraclinique. Non. Le diagnostic commence par les données cliniques. Quand vous commencez par les données cliniques, l'anamnèse, l'examen clinique, complément d'anamnèse, ainsi de suite, vous formulez les hypothèses diagnostiques. Après avoir formulé les hypothèses diagnostiques, vous demandez des examens. Et ces examens doivent voir quel est votre plateau technique.
Si votre plateau technique ne vous le permet pas, eh bien, déjà, en faisant l'examen, l'anamnèse, l'examen physique correctement, vous pouvez avoir, nous, on nous disait que l'anamnèse nous donnait déjà, bien conduite, nous donnait déjà 50% du diagnostic. Évidemment, en Occident, on nous dit que nous sommes dans la médecine de 1950. Ils ont raison parce que chez eux, c'est les investigations cliniques qui comptent pour le moment. L'anamnèse a un peu de place par rapport aux investigations. Donc, nous allons utiliser des schémas de consensus. Hein, voilà, je pense à ceci. On peut pécher par un traitement abusif parce que vous n'avez rien pour vous confirmer ou infirmer vos hypothèses diagnostiques. Voilà ce que je peux dire à ce niveau, docteur Valérie. Merci beaucoup, cher professeur. On a un faisceau. J'allais justement donner la parole à Dr. Swad et j'aimerais rajouter quelque chose pour vous, un commentaire lorsque vous prendrez par rapport à cette bande, par rapport à cette zone de la ceinture, donc la méningite au niveau donc, de l'Afrique. Vous avez la parole, s'il vous plaît, docteur. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, 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 docteur. je suis désolée pour le retard parce qu'il y avait un problème technique au niveau du réseau. Je vous remercie tous pour les informations très pertinentes et aussi pour la présentation qui est très pertinente. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des pays en Afrique qui font des traitements prophylaxiques pour les contacts? Par exemple, chez nous, pour le méningite à méningocoque, on donne un traitement prophylaxique pour les contacts. On fait donc l'investigation au sein de l'entourage et on détecte donc surtout les cas qui sont susceptibles et on leur donne un traitement prophylaxique pour éviter la transmission de l'infection. Est-ce que ces procédures sont présentes dans les pays africains? Euh, Si docteur peut me permettre de prendre la parole, je voudrais Allez-y, bien, dire, professeur. oui, docteur Swad, merci pour votre question. Au fait, dans les pays qui sont dans la ceinture de méningite, il y a ceux qui sont en plein, là où se passe ce type d'épidémie. Je pense que le schéma que vous utilisez est bon, mais d'autres interviennent seulement quand il y a épidémie. Voilà ce que je sais euh, comme pratique. Donc, au niveau du Sahel, euh, on suit le schéma que vous venez de nous décrire, mais en dehors du Sahel, euh, cela se fait uniquement quand il y a épidémie. Merci. D'accord, merci. Une autre question. Est-ce que les vaccins à pneumocoque et à méningocoque, donc elle est incluse au niveau du calendrier vaccinal pour les enfants? Par exemple, chez nous, donc on a décidé, on enregistre toujours des méningites à pneumocoque, donc on a inclus le vaccin à pneumocoque depuis 2016 au niveau du calendrier vaccinal en Tunisie. Et là, l'hémophilus existe déjà. Donc, est-ce que vous aviez pensé à inclure le pneumocoque au niveau du calendrier vaccinal ou non? Je n'ai pas la pratique de la pédiatrie ni celle de vaccination. Je demanderai au docteur Rodrigue, qui est en pédiatrie, si il peut nous donner les habitudes de leur service. Mais est-il que merci d'abord pour la question, je voudrais ajouter le fait que Haemophilus influenzae était vraiment en tête un peu partout, mais depuis qu'on a introduit, il y a une trentaine près de 30 ans maintenant, ces vaccins, eh bien, il a reculé, sa présence a reculé, et c'est le pneumocoque maintenant qui revient en tête de liste.
Donc, il faut retenir cela. Et sur ce, je demande au docteur Rodrigue, qui est en pédiatrie, quel est le calendrier vaccinal chez nous, ou d'autres aussi peuvent dire ce qui se passe chez eux, pour répondre à cette question du docteur Swat. Docteur Rodrigue, vous parlez à vous-même, votre micro n'est pas ouvert, s'il vous plaît. Voudriez-vous bien ouvrir votre micro? Hello? Nous vous entendons maintenant, docteur. Allez-y. Ah, ok, merci. Oui, oui, je voudrais donc dire à la professeure que oui, donc là, je parle spécifiquement pour la RDC. Donc, dans notre calendrier vaccinal, tous ces vaccins sont inclus, que ce soit les vaccins contre le pneumocoque, le méningocoque ou la hémophilus influenzae. Dans les calendriers en vogue en RDC, en tout cas, ces vaccins sont donc au programme. Je ne sais pas pour d'autres pays. Merci beaucoup, docteur. J'espère que vous avez fini parce que votre connexion, probablement, on n'a pas entendu la fin. Je disais que selon l'ANR, donc, dans le calendrier vaccinal en vous chez les enfants, les vaccins contre les pneumocoques, les méningocoques et la hémophilus influenza sont trop tôt. Néanmoins, je ne sais pas pour d'autres pays, c'est comment. La qualité du son s'est détériorée. Je ne sais pas, professeur, soit docteur, vous avez saisi l'essentiel du message, j'espère. Euh, il a Non, dit j'ai que... pas Allez-y, docteur. entendu la totalité de la réponse. Ça s'est interrompu. Il a confirmé que les vaccins contre les trois germes sont inclus dans le calendrier vaccinal en RDC. Et puis la suite, on n'a pas suivi. Merci beaucoup. Je crois qu'il pourrait rebondir un peu plus tard. J'avais voulu aussi rajouter à la réponse que vous aviez donnée. Là, c'est un protocole de prise en charge qui a été donné en Afrique du Sud par rapport donc à la méningite et aussi méningocoque. Et cela a été donc donné dans le sens de l'antibiotique, de l'antibiothérapie prophylactique. Voici ce qui a été donc offert effectivement. Et on parle pour les cas probables ou les cas qui ont été en contact avec des cas confirmés, donc les contacts tout à fait étroits, et même les enfants qui vivent dans des crèches, les enfants qui vivent dans des, qu'on appelle dormitories, c'est les dortoirs, les écoles, ainsi de suite. Donc, on a dû mettre, mais cela n'est pas tout à fait de façon routinière, comme le professeur a dit. Ce n'est pas de façon routinière, mais c'est par rapport au cas lorsque vous avez une épidémie et cela donc se fait de cette façon-là. En ce moment-là, on fait cette prise en charge. Question justement de faire voir que même loin de cette zone-là, en bas, l'Afrique du Sud a aussi ce même programme de prophylaxie dans des cas tout à fait précis. Donc, ce protocole peut être partagé avec les uns ou avec les autres. Merci. Alors, docteur Swat ou professeur Swat, je me suis trompé de ce côté-là. Corrigez-moi si je me suis trompé. Ma demande, c'était quelle est votre expérience? Parce que je m'imagine que vous êtes proche de cette bande-là. Comment est-ce que cela se vit lorsque les épidémies arrivent? Et la deuxième question, c'est que ici, est-ce qu'il y a des conditions environnementales très particulières qui font que cette zone-là, ça ne quitte pas? C'est vraiment très récurrent et les informations reviennent très régulièrement autour des épidémies dans cette zone-là, parce qu'elle semble être saisonnière. Quels sont les facteurs environnementaux qui pourraient être à l'origine de cette récurrence? Merci à vous. Oui, pour la première question, donc on n'a pas donc pour mon expérience personnelle, donc j'ai pas assisté à des épidémies. Plutôt, on est en train d'enregistrer des cas sporadiques, des cas qui sont isolés donc des familles qui n'ont pas de contact de lieu et de temps. Et
Et moi, j'exerce au gouvernorat de Gibbs. Donc, chaque année, aux alentours de 10 à 15 méningites. Plutôt, c'est des méningites à pneumocoque ou à méningocoque et des méningites virales aussi. Les méningites virales sont plus fréquentes que les méningites bactériennes. Pour les cas de méningite à méningocoque, on fait donc l'investigation et on se déplace donc du lieu où il y a eu donc la contamination et on fait l'enquête. Et pour les contacts, on donne un traitement prophylaxique. Pour le pneumocoque, on fait l'investigation, mais on ne donne pas de traitement prophylaxique. Puisque donc, on a inclus 2016 de pneumocoque au niveau du calendrier vaccinal et on va donc en diminution de nombre, mais donc on commence à enregistrer le nombre de méningites à méningocoque, à pneumocoque plutôt. Même pour les pèlerins, les pèlerins, on exige qu'ils fassent un traitement, un vaccin. Donc, il est recommandé plutôt de vacciner contre le pneumocoque pour les pèlerins. Parce que donc, le contact donc, au MAC, puisqu'il y avait un groupement très important des personnes, donc à chaque fois, il y a un retour, il y a des personnes qui font des méningites à pneumocoque. Pour la deuxième question, les facteurs on enregistre les cas de méningite bactérienne plutôt au niveau des zones où il y a donc l'infrastructure elle est basse, il y a donc contact très il y a pas d'aménagement l'aménagement de des puits plutôt de l'ONAS, voilà. Sinon, on n'a pas d'autres facteurs. Merci beaucoup pour donc, ces réponses très Répondu. instructives. Oui, professeur, merci beaucoup, merci beaucoup. Cela est bien arrivé. Riche expérience ainsi partagée. Oui, professeur Ali, vous avez la parole. Oui, ce que j'ai trouvé dans la littérature est que dans la région sahélienne, au fait, les contaminations, ce que nous pouvons appeler des épidémies, surviennent pendant la saison sèche. Et concomitamment, pendant cette saison, il y a des vents de poussière. Hein, voilà les éléments que j'ai pu trouver dans la littérature. Euh, dans cette ceinture-là, ce qui arrive dans le Sahel, c'est beaucoup plus pendant la saison sèche et au cours des vents. Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Et cela, il va sans dire que ici, les aspects de surveillance épidémiologique sont à mettre vraiment à contribution de façon à pouvoir tacler et faire des interventions qui répondraient justement aux besoins et à la menace qui pourrait être là de l'une de l'autre manière. Donc, cette manière de travailler avec une équipe multidisciplinaire permet de pouvoir, en ce moment-là, prévenir et endiguer comme il se doit avec une très bonne approche de surveillance épidémiologique donc autour de ces différentes zones ou autour même de ces différents cas. Voilà, nous sommes en train d'atterrir. Une minute encore. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont restées non répondues ou s'il y a quelqu'un qui a une préoccupation brûlante. Et en ce moment-là, nous allons essayer d'avoir une dernière ou quelques deux dernières questions avant de pouvoir remettre la parole complètement au professeur pour un mot de conclusion et pour un mot par rapport à tous les participants et aux sessions à venir. Oui, professeur, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup à tous les participants. Professeur, vous avez un dernier mot par rapport à la présentation. Veuillez enchaîner, s'il vous plaît, avec les mots de conclusion par rapport aux prochaines sessions. Ça a été vraiment un plaisir d'avoir cet échange aussi enrichissant qui nous interpelle sur des aspects non seulement de la recherche, mais aussi des aspects de prise en charge et aussi des aspects de prévention de façon à ce que nous puissions essayer
de protéger nos enfants. J'avais vu dans les questionnaires qu'est-ce qui était le meilleur à offrir à un enfant et j'ai vu le pourcentage de ce qui a été donné. C'était assez intéressant que la vaccination reste toujours de mise et avec une grande place dans cette prise en charge ou dans cette prévention. À vous, professeur Adi. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci aussi à tous les participants. Euh, je ne cesserai de répéter que cette plateforme est la vôtre. Veuillez demander d'intervenir si votre temps vous le permet. On va toujours faire des propositions sur certains thèmes. Nous allons les examiner. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour votre contribution. Alors, le vendredi prochain, il nous restera un sujet, la tuberculose pulmonaire de l'adulte, qui n'avait pas eu la chance d'être présenté à cause d'un problème technique. Nous nous sommes convenus la semaine passée que nous allons épuiser tous ces deux sujets qui restaient pendants. Bien, aujourd'hui, on a réussi à parler sur la méningite de l'enfant. Et la semaine prochaine, nous nous proposons encore une fois de nous retrouver autour du sujet la tuberculose pulmonaire chez l'adulte. Merci et à la prochaine fois. Merci à chacun. Professeur, nous demandons aussi à chacun de partager les informations, le lien avec les uns et les autres. Ce partage d'informations permet aussi de renforcer les capacités et ceci nous permet de pouvoir avancer. Donc, partageons davantage aux collègues, aux uns et aux autres. Et au plaisir et bon après-midi aux uns et aux autres. Merci beaucoup, Merci docteur Valérie. Merci. Beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci infiniment.